Il est quoi, à 3-4 heures du mat? Le boug, il arrive. Il réveille tout le monde un par un. Il prend sa lame et il vient, il te passe le couteau sous la gorge. Il te susurre dans l'oreille. Toi, tu dors, hein? T'es mort. Et il te passe la lame sous la gorge. T'es mort. Attends. Le DA, c'est peut-être... On va dire, c'est un des dans les Français. 77. C'est un des plus gros Français qui a jamais signé à l'UFC, en termes de niveau. Ouais. On peut dire ça. Avec Karl Amoussou un peu. Ouais, mais par exemple... Jean Hendoy aussi. Jean Hendoy, il faut parler de lui, Ouais. hein, Jean Hendoy, hein. Ouais, Jean Hendoy, je vais le ramener, gros. Jean Hendoy, c'est mon gars. Il va s'asseoir là, on va parler. Mais il va faire que de me troller. Comme lui, il va me troller. C'est pas... Tu sais quoi, Jean Hendoy, si tu l'invites, invite-moi. Jean Hendoy, si tu l'invites, tu m'invites. Et tu lui dis pas que je viens. Ma parole, vous allez voir sa réaction, il va délirer. C'est que tous ces bâtards, là, ils vont essayer de me faire. Non mais gros, Moi, c'est ça le principe du canapé de Nassim. c'est qu'on te fasse Parce que t'as fait trop de personnes ici. Non, mais écoute-moi bien. Sur ce canapé, il y a eu beaucoup de monde. Voilà. Beaucoup de fighters. C'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai. Et tout à l'heure, on parlait de ce canapé d'une autre façon. Maintenant, tu nous parles de beaucoup de fighters. Je sais pas ce que tu fais avec tes potes, toi, mais gars, t'es dangereux. Salut, c'est Michael Morissandi. Ouais, je suis un gros bœuf. C'est sa seule façon. C'est sa seule façon. Je pense que Baki, il a plusieurs armes pour battre Doumbé, mais ce qu'il n'a pas, c'est l'expérience que Doumbé a. Et l'expérience, je te parle pas en MMA, hein. Je te parle dans la fight life, tu vois. Faut pas oublier que Doumbé, c'est un mec qui a éteint les meilleurs kickboxers à l'époque, tu vois. Un mec comme Nicky Holzken, quand tu le prends au top, cousin, t'as intérêt à avoir les roubignoles bien accrochées parce que ça va vraiment bouger. Hein. Ouais. Et il l'a battu. Il l'a battu. Doumbé, il l'a battu. En main event. Ok. Donc, faut être quand même, tu vois. Je pense que sur l'expérience, ça va jouer énormément, ça. Et c'est un garçon plutôt intelligent. Peut-être qu'il a entendu dire que j'aimais bien me chicoter et qu'il a compris que ça servait à rien d'aller au conflit avec moi. Et il a eu raison. Ma parole, il a eu raison. C'est moi qui te le dis, tu vois. Il a été très malin. Parce que, gars, je crois que j'avais pris 122 ou 132 shoots pleine tête. Je crois que j'ai pris 2 high kicks ou un truc comme ça, 2-3 high kicks. Je continue à avancer. Ouais, ok, c'est bien, la résilience, tout ça. C'est moi, c'est mon caractère. Moi, je suis comme ça. Tu vois. Maintenant, est-ce qu'il a un punch? Non, pas forcément. Mais c'est là où je reviens sur... en tout cas, il y a 2 ans, hein. Peut-être que là, il a grave évolué, attention. Hein. C'est là où je rebondis sur l'aspect stratégique, c'est que là-dessus, il a été trop intelligent. Il tapait, il bougeait. Il y a un moment, je lui ai enchaîné un double jab droite, et tu le vois sur la photo, il le prend pleine balle. Je me rappelle, il m'a regardé comme ça, il est parti. Et moi, comme un... Moi, je le suis, tu vois. Ce qui est totalement stupide. J'aurais dû lui couper le chemin pour le retartiner. Et bon, là, je devais déjà être à 100 coups dans la tête, tu vois. J'étais pas forcément lucide. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOATs. Aujourd'hui, nouveau podcast, le canap de Nassim. Les gens aiment bien. Les gens aiment bien ce format. En compagnie de Nassim, déjà comment tu vas? Moi ça va tranquille. Tranquille. Karl, comment tu vas? Ça va très bien. J'espère que vous allez tous bien chez vous, les gars. Et notre invité premium. Notre invité. Premium. Nickel. Marie. Ça va dire combattant d'élite. Comment tu vas? Ça va, tranquillou. Hein. Tranquillement. On se marre bien. Tu mets le micro en face de toi. Non, il est en face de moi. Toi, t'aimes bien l'avoir en face de toi, le micro. Allez, ça commence bien. J'ai fait les réglages. Tout est bien au niveau de l'audio, tout est carré. Là, bah écoute, on t'a déjà eu sur le podcast. Hein, j'ai déjà eu brièvement parmi les premiers fighters du média avant que tu affrontes un certain Baki, mais ça, on va y venir. Tout à fait, ouais. Voilà. Et là, on va plus parler un peu plus déjà de toi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'opportunité vraiment de parler de toi, de ton avant-carrière et ce qui t'a poussé à aller dans ces sports de combat-là. Et puis après, on bifurquera un peu en freestyle. Hein, c'est le canap de Nassim, c'est le format assez décontracté. Déjà, première question que je vais te poser, c'était quoi ta vie avant les sports de combat? C'était quoi ma vie avant les sports de combat? Bah, il y a beaucoup de choses à dire. En vrai, moi, j'ai fait mes études. C'était quoi? Je travaillais dans le bâtiment. Ensuite, quand j'étais gamin, je faisais pas mal de skate, des trucs comme ça.
Après, comme je l'ai dit, le bâtiment, je taffais un peu au chantier et tout. Et j'ai commencé la boxe thaï, je devais avoir 17-18 ans. Et au début, c'était juste histoire de perdre du poids parce que j'étais un peu grassouillet quand j'étais gamin. Et en fin de compte, j'ai kiffé. Et après 1 an de pratique, je suis parti en Thaïlande direct, m'entraîner en camp, tout seul. Et ça, j'ai réitéré le truc 2-3 fois. Ensuite, en 2012, je me suis engagé à l'armée, au 3e RPIMA, à Carcassonne, donc parachutiste. J'ai fait un contrat de 3 ans. Et en fait, à Carcassonne, il y avait un petit drugstore là où ils vendaient les fight sports. Ouais. Je sais pas si ça existe encore, le magazine Fight Sport ou un truc comme ça. Hein. C'est vieux, ça. Moi, ça me dit rien. Personnellement, ça me dit rien. Putain, je suis vieux, alors ça. Bref, donc il y avait ces magazines-là, et en fait, je regardais le MMA, et je trouvais que c'était lourd, tu vois. Ouais. En France, ils parlaient Pancras, tout ça, ouais. Et après, ils parlaient aussi de l'UFC, Dan Anderson, GSP, tous ces trucs-là, tu vois. Et en fait, moi, je kiffais, donc tous les mois, j'allais acheter mon petit catalogue. Et après, donc, j'ai fini mon contrat de 3 ans, je suis revenu à la vie civile, et j'ai repris un petit peu le kickboxing à l'époque, dans ma région. Enfin, moi, je viens du 78. Et ensuite, je me dis, putain, un gars, kickboxing, j'aime bien. Ouais. Mais j'aimerais bien essayer le MMA. Ça a l'air lourd, tu vois. En plus, je regardais les UFC, tous ces trucs-là. Et j'ai un pote qui travaillait avec la marque Boa. Je sais pas si ça vous parle. Ça me parle. Boa Fightwear, là. Ça existe toujours. Ouais, ça existe toujours, tout à fait. Pour le grappling. Ouais, exactement. Et en fait, lui, il travaillait avec Cyril Rousseau. Il envoyait pas mal de trucs Boa chez Cyril Rousseau. Il m'a dit, un jour, si tu veux essayer le MMA, tu viens avec moi, on va chez Cyril et on s'entraîne, tu vois. C'était à Porte de Champéry à l'époque. Donc, on y va et tout. Et en fait, les entraînements chez Cyril, c'était au début striking. Okay. Et après, c'était du sol et MMA. D'ailleurs, Cyril qui a formé Antoine Hidrio, qui est un très bon combattant MMA. Et donc, j'y vais et je rencontre un super bon pote à moi, Laurent, qui travaille au NR Fight, qui travaillait au NR Fight à l'époque. Donc avec Laurent, donc on se fout un peu sur la gueule en pied-point. On va dire que j'ai un peu le dessus. Et puis après sur la deuxième partie, donc moi j'y connaissais rien en grappling, lutte, tout ça, j'y connaissais que dalle. Deuxième partie, je faisais la serpillière, mais sec. Et en fait je l'avais en travers, tu vois. Toi à ce moment-là, t'avais pas fait encore, tu t'étais pas entraîné en grappling, en judo, lutte, rien. etc. Juste je me tapais, c'est tout. Ok. Et enfin, je me tapais, tu m'as capté, quoi. Ouais. Et donc, on va dire que j'apprends un peu sur le tas, quoi. T'essayais de te taper, tu voulais dire? Ouais, voilà, ouais. Après, je vais te foutre une rousse, t'inquiète. Et donc, en fait, je l'avais un peu en travers de la gorge, donc j'y suis retourné plusieurs fois. Et après, ce qui s'est passé, j'ai discuté avec Laurent. Moi, je cherchais à faire une reconversion. Après l'armée, j'avais pas vraiment de job. D'ailleurs, je faisais de la sécu dans les boîtes et dans les bars, dans le 78 là. Et donc moi, je cherchais à me reconvertir dans le sport, on va dire, tu vois. Et puis Laurent, lui, m'a permis de rencontrer Nicolas Régnier. Après, j'ai fait un contrat avec Nico et j'ai commencé à travailler chez lui en tant que coach de kickboxing et préparation physique. Et puis après, c'est là-bas où j'ai appris le grappling, la lutte à livrer, quoi. D'accord. Et après, tu as fait tes débuts. Alors, je crois que où est-ce que tu as fait tes débuts pro? J'ai fait mon Next début. Level. Hein? Next Level. Ouais, non tout à fait, ouais. Next Level. Je me souviens. J'ai combattu contre quelqu'un qui est devenu un très bon copain, Romain Debienne, qui a une carrière très grosse. Ouais, je suis super content. Et je suis très content pour lui. Et au PFL, c'est ça, là? Hein? Ouais. Mais même, vous avez vu son parcours au Bellator. Il est un légende. Voilà, exactement. Il éteint les gens, c'est exactement ça, magnifique. Sur des trucs simples, gauche-droite, boum, terminé, au revoir. Les fondamentaux. Ouais, magnifique. Et donc ça a été mon premier fight contre Romain. Et ensuite, j'en ai fait un autre au Next Level. Après, j'en ai fait ma première défaite, j'avais accepté 2 jours avant le fight. C'était à Reims, je crois. Et après, il y a Baki et Zebo. Après, t'as enchaîné direct avec les gens qui sont joués de l'actu. Ouais, c'est marrant. En fait, maintenant, avec le recul, j'ai peut-être été un peu con dans le sens où j'ai pas géré ma carrière comme les autres le font. Moi, j'y vais un peu en mode bas les couilles.
t'as pas eu, on va dire, désolé de te couper, mais en gros, t'as pas eu de, comment dire, de schéma, de plan de carrière prédéfini, on va dire. Non, moi, T'y allais comme ça, un peu au culot. Tout C'est à un fait. peu à l'ancienne. Nous, on a commencé avant que ça soit légalisé. Il n'y avait pas de plan de carrière. C'est pour ça que toi, ça s'assimile à moi. À la Ça vache. part bagarre. Ouais. On est là pour faire la guerre, on va aller faire la guerre. Ouais. Bah, je crois qu'il y avait une interview où, à ce qui paraît, ça avait pas mal buzzé ce que j'avais dit là. Quand on avait tchatché avec Baki avant le fight, je crois que c'est la sueur qui nous avait filmé, je crois. Et j'avais dit un truc, écoute, on est combattant, on est là pour se battre, tu vois. Je suis pas là pour faire des pirouettes ou quoi, ou de vendre des cacahuètes, tu vois. Je suis là pour me taper, c'est tout. Après, moi, de nature, je suis comme ça. Maintenant, c'est peut-être à tort. Peut-être qu'il faut réfléchir, peut-être qu'il faut être un peu plus stratégique sur son plan de carrière pour te permettre d'évoluer, en fin de compte. Ouais, mais après, nous, il y a des périodes différentes et c'est là où tu vois que le MMA il évolue. Et on est sur 2 périodes sur notre carrière à nous, où justement, tu as un début où, regarde, tu le regardes, hein, les anciens, le Bout, les Thème à la pilule, ils sont tous affrontés au 100% fight. Ouais. Tu vois, mais c'est pas pour autant que derrière, ils ont pas fait une longue carrière où ils ont pas tout à été fait. international. Et nous, on était dans cette optique-là, on s'en fout. Ça allait à la guerre, défaite ou pas défaite. Mais après, le MMA, c'est tellement développé que le business s'est mis en place que c'est devenu un peu comme la boxe anglaise où tu as des gens qui cherchent les carrières invaincues. Alors que de base, l'idée, c'est de savoir qui est le meilleur sans s'esquiver, tu vois. Ouais. Bah, faut poser ses couilles sur la table, gars. En gros. J'aurais pas dit mieux. Hein. C'est un message subliminal Mais c'est à vrai. ceux qui montent leur carrière. C'est vrai, parce qu'il faut pas que ça devienne, comme tu l'as dit, il faut pas que ça prenne la direction en mode on est chez les Quinry, on est dans un film, on veut construire un record à 20-0 alors qu'en vrai, on a affronté que des records négatifs. Voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, toi, ton nom, pour moi, il résonne toujours. Pourquoi ? Parce que tu as affronté des gens qui aujourd'hui font l'actu de par, entre guillemets, le niveau où ils veulent se hisser et où ils se sont hissés. Ouais. Et du coup, ça, c'est super intéressant parce que tu as été loin d'être ridicule. Ouais, ce qui prouve qu'il a le niveau, tu vois. Et c'est là où, tu vois, moi je le répète très souvent, il y en a trop qui regardent les Sherdog sans regarder les fights. Regardez les fights, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ouais. Entre ceux qui affrontent des mecs qui ont, je sais pas, 0 défaite sur 5 combats, tu vois, et les mecs qui affrontent des gars qui sont en train de péter et qui sont en train de monter, regardez les fights, juste regardez les fights, vous verrez ça vaut quoi en termes de fighter. Ouais, je suis d'accord. Parce que toi, t'as pensé quoi parce que toi, t'as eu une expérience, du coup, tes dernières expériences, c'était à l'Arrêt, c'est ça? Ouais, tout À à l'Arrêt. fait, ouais. Là, ils ont un peu ralenti, je crois. Ils vont passer en mode arrêt studio. Arrêt studio, d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez, stratégie business, ou peut-être on verra. On verra si moi, je m'y connais pas du tout. Ouais. Mais est-ce que si c'est une bonne idée ou pas selon vous? Enfin, je sais pas, peut-être commenter. D'ailleurs, t'es toujours chez RS, toi? Moi, non, je suis plus chez RS, Ah. actuellement. Ok. Ah, ok, d'accord. Très bien. T'es libre de contrat. Comment? Et t'as des idées sur ton futur, c'est ça? Bah, écoute, pour l'instant, rien n'est signé, donc j'évite d'en parler, mais Mais oui, C'est j'ai des- toi, quelques idées, ouais. Toi, lui, c'est des choses qu'on sait pas, lui. Lui, c'est des Des choses qu'on choses. sait pas. Oui, je sais des choses. Ça, c'est bien, ça. Je pense, on va pas gratter d'exclus. On va pas gratter d'exclus. d'exclus, mais en gros, t'es plus chez RS et tu voudrais combattre pour quand? Ça serait bien en Ça- termes de temps pour toi, Bah, quand? ça serait bien, en vrai de vrai, là, actuellement, ça serait bien avant les vacances d'été, donc mai, juin, ce serait vraiment l'idéal, ouais. Si on a un petit message à faire passer aux organisations, Je m'entraîne, je suis prêt, il fait le show. Et il Ouais. est bon. je pose mes couilles sur la table. Voilà, Ah, c'est ça qu'on veut entendre. C'est ça qu'on veut entendre. Parce qu'il y a trop de gens qui calculent, qui sont dans le je sais pas quoi. Et là, j'aime bien. J'aime bien. Et du coup, pour revenir peut-être, je sais pas si c'est rapide ou pas, mais peut-être sur les combats que t'as pu avoir au RS. Parce que, est-ce que toi, t'as senti qu'il y avait, comment dire, parce qu'on a vu que t'as fait beaucoup d'interviews où les gens déjà te posaient énormément de questions, je me souviens. Et même les gens disaient, ah, Mickaël Maresardi, il répond pas trop aux questions. Toi, ton rapport avec les médias, est-ce que tu penses que c'est bénéfique que tous ces petits médias qui viennent, pour un fighter, c'est bénéfique qu'il soit surmédiatisé avant un combat, ou tu préfères rester un peu en retrait et concentré sur le fight? Moi, je pense que je pense que oui, les médias, c'est bénéfique. C'est bénéfique parce qu'on est un sport jeune en France et il faut qu'on montre ce qu'on fait, ce qu'on vit, parce que c'est un sport qui est intense, qui est compliqué à vivre au jour le jour, en fin de compte. Parce que il y a énormément de combattants qui travaillent à côté. Tu vois, regarde, Nassim, lui, il est aide-soignant à côté. C'est Ouais, des je suis trains de vie. infirmier. Infirmier, ouais. Ouais. T'as vu ça? C'est compliqué, tu vois. C'est des vies, c'est pas évident, tu vois. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Je pense que la plupart des gens, des spectateurs,
ils viennent pour un show, pour du spectacle. Ok. Mais ils ont pas conscience que les mecs ou les nanas qui combattent dans la cage, c'est des gens qui ont un taf à côté. Ils gagnent pas leur vie en faisant du MMA, un gars. On gagne pas notre vie en faisant du MMA. Rentable. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, je pense que les médias et tout ça, ça peut nous aider à avoir peut-être de meilleurs cachets ou même avoir ne serait-ce que plus de reconnaissance en vrai. Et pour répondre à l'autre question, je pense que on est tous différents. Moi, je suis quelqu'un, je sais pas comment te dire. Je suis un peu grande gueule, j'aime bien rigoler avec les copains et tout. Ouais. Après, je suis pas du genre à dire je vais l'éteindre, ceci, cela, parce que c'est pas dans mon caractère. Ouais. Après, regarde, un mec comme Doumbé, je kiffe le show qu'il fait, tu vois. Mais c'est pas mon caractère. Mais le show qu'il fait, il est bon, le gars. Le gars, il est bon et c'est du spectacle. C'est, quand tu vas au cinéma mater un film, tu vas voir le film. Tu t'en bats les de l'histoire, de l'acteur, de l'actrice. Tu t'en bats les. On est là pour consommer le film, tu vois. Les gens sont là pour consommer le combat. Après, il faut comprendre quand même qu'il y a toute une atmosphère autour. Ça j'aime bien. Et du coup, t'as affronté qui en fait, tes 2 combats à l'ARES, c'était face à Baki et Zebo. C'est ça. C'était 2 combats à l'ARES. Ouais. D'accord. Très bien. Moi, j'ai envie qu'on revienne rapidement sur le combat face à Baki. Il y a eu le build-up, il y a eu construit. En gros, ils ont construit à la sueur, notamment. Ils ont bien médiatisé ça, le face-à-face, etc. Ouais, ils ont bien médiatisé ça. Hein, laisse par là. Hein. Toi, t'étais pas d'accord, c'est ça? Voilà, moi, j'aimerais que... Comment t'as vécu ça? Non, pour être honnête, en fait, ils nous ont contactés. À ce qui paraît, Baki aussi, ils l'ont contacté peu de temps avant. Et moi, ils m'ont contacté. Je leur ai dit, écoute, moi, je suis pas trop chaud pour faire un face-to-face avant le fight. Si tu veux, après le fight, on le fait. Ils m'ont dit, ouais, ok, pas de souci. Tranquille, quoi. Ouais. Je fais, ok. Quand tu dis que t'étais pas chaud, c'était plus d'un point... Dans mon fight, j'étais concentré. Donc c'est d'un point de vue sportif. Il aime pas qu'on le déconcentre. Je voulais pas le voir avant, en fait. Okay. Le jour où je voulais le voir, c'était dans la cage. D'accord. C'est pas avant en mode à tchatcher. Ouais. Okay. Et donc les mecs me disent, ouais, ok, c'est cool, on comprend, y a pas de souci. Et tu sais, quand tu combats à l'ARES, tu reçois, puis dans les autres organisations, tu reçois un planning avec ce que tu vas faire sur les 3-4 jours. Tout ça, voilà. Telle heure. Exactement. Et eux, ils commencent, moi, c'était mon premier combat à ARES. Et ils commencent et je pense que Baki aussi, d'ailleurs. Et ils commencent à nous mettre donc sur le planning Média Day. Et genre, média à telle heure, tu vois. Donc moi, je me prépare, j'y vais. Mais tu sais, moi, dans ma tête, alors peut-être que je suis crédule, mais dans ma tête, je me dis, vas-y, ça va être comme à l'UFC, on va être plusieurs fighters posés, et il y aura différents médias face à nous qui nous poseront les questions en one shot, tu vois. Et donc, j'arrive avec mon préparateur physique dans la salle et tout. Et en fait, je vois la salle, il y a les mecs de la sueur, là. Et ils sont là, posés tranquilles, et il y a une table avec 2 chaises, tu vois. J'ai dit, vas-y, c'est là la Média Day? Elle me dit, ouais, c'est là, t'inquiète et tout, Baki arrive. Je dis, comment ça, Baki arrive? Il me dit, ouais, pour l'interview et tout. Et tu sais, dans ma tête, je me dis, ah ouais, d'accord, donc toi, tu m'envoies un message il y a une semaine, je te dis que je suis pas chaud pour le faire, et tu manipules tout le bail pour me la mettre à l'envers et faire en fait ce que toi t'as envie que je fasse, c'est ça? Et moi, en fait, sur le coup, tu vois, j'ai fermé ma gueule, je me suis dit, allez. Ah ouais, d'accord, ah, ça fait de la... D'accord. Bref. Et en fait, c'est avéré, parce qu'après, avec Baki, on a vite fait discuter. Lui non plus, il était pas au courant. Ok, d'accord. Donc, tu vois, en fin de compte, lui comme moi, on s'est fait un peu manipuler, tu vois, ou pas? Écoute, c'est fait, tu vois. Il y a pas mort d'homme. Mais sur le principe, moi, j'aime pas ces façons de faire là, tu vois. Faut être transparent. Exactement. Surtout qu'en plus, pour être honnête, les acteurs de ce sport, c'est nous. C'est pas eux. Voilà, c'est pas eux. Donc, ok. Ah, on va. Ça, je savais pas, ça. Tu m'as compris, quoi. On va rester poli, quoi. Ah, mais tu vois, ça, je savais pas ça, parce que Nassim, toi, t'as fait des orgas aussi. Ouais. On va dire les médias par rapport aux combattants, c'est comment? C'est en général, on vous envoie une fiche, c'est assez transparent ou pas? Parce que je veux pas me faire l'avocat du diable, mais je sais pas comment ça fonctionne. Ça dépend, des fois c'est flou un peu, des fois c'est un peu flou, tu sais pas. Moi, Hexagone, par exemple, la dernière fois, la truc médiatique, j'y suis pas allé parce que j'avais foiré mon cutting, j'étais pas bien, j'étais fatigué, tout ça. Donc j'ai directement zappé. Et je comprends après le truc de Mika, c'est que et même quand t'es dans ta fight week, t'es plus à fleur que quand t'es dans. Et c'est ça, de toute façon, ça, on le voit souvent, même dans les plus grands stages mondiaux, quand sur le stage de l'UFC, tu vois, il y a des combattants. Ouais.
ils se changent complètement et c'est plus les mêmes quelques jours avant le combat. C'est compréhensible, hein. C'est plus les mêmes. Compréhensible. J'ai vu une vidéo là tout à l'heure de comment il s'appelle, Funk MMA, où le Renoir là qui combat Sterling, ouais. Ouais. Il est en fight week, hein. Il est posé comme ça et il y a un bouc qui arrive avec, tu sais, les lunettes là. Et il commence à faire genre, vas-y mademoiselle, tu peux me donner un graille et tout. Et lui il est assis, il dit, gros, t'as cru quoi et tout. Et tu C'est sais, pas arrivé à Islam aussi, non? Où il peut-être, dit, je crois qu'ils lui ont tu fait un me signes prank comme ça. location, Ouais, je sais pas ouais ils lui quoi. ont fait un prank comme ça. Le boug, il s'est énervé, là, Funk MMA, là. Il s'est levé, il l'a attrapé, il lui a arraché les lunettes. Qu'est-ce que tu veux, toi? Et l'autre, il dit, c'est un prank et tout. Il dit, ouais, désolé, mec, t'as vu, je suis en fight week. Après, il y a plusieurs facteurs. Vous pouvez nous dire, vous qui avez fait des cuttings drastiques et tout. Il y a plusieurs facteurs. T'es en manque de sucre. T'es en manque de tout, en fait. T'as pas mangé, t'as pas bu. Il y a aussi le facteur psychologique où toi, tu sais que tu vas rentrer dans une cage, tu vas te taper dessus avec un mec, tu sais pas si encore tu vas gagner ou perdre, tu sais que ça peut être dur, tu sais tout ça. T'as le stress Et t'as du pas combat. t'as pas envie qu'un mec il te prenne la tête ou moi c'est que par exemple moi il y a un truc qui m'avait pris la tête une Toute la fois. testo, là. Et je t'avais jamais dit, mais on s'était capté ce jour-là et c'était une meuf qui me pose une question comme ça 2 mois avant mon dernier fight. Tu prends un mec qui a 5-0. 5-0, bonne chance. Hein, ça veut dire. À ce moment, t'es direct, cousine. Casse-toi. Ne parle pas. Vas-y, trace ta route. Dégage. J'ai pas besoin d'entendre ce genre de Bah truc non. de faiblard dans ma prépa, tu vois. C'est là. C'est avec toutes ces anecdotes et tout, c'est là où tu vois des combattants comme les Conor McGregor, Cédric Doumbé, c'est là où tu vois leur force. D'arriver à jouer un personnage toute une semaine avant Tout un à combat, sachant que tout le monde les regarde, tout le monde leur pose des questions. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, mais je pense qu'ils sont très bien encadrés sur toute la semaine et ils savent à quel moment où ils peuvent switcher, tu vois, du sportif pro à l'acteur entre guillemets, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est une force. Ouais. Mais après, Doumbé, enfin, je sais pas, des fois, je pense qu'il joue le truc un peu, des fois, marrant, mais je pense qu'il a cette confiance en lui. On l'a tous vu, le truc, genre, de ce qu'ils ont fait à Baki et à Click. Moi, pour moi, c'était genre un piège de fou. Click. C'était, viens, on va parler, mais t'affrontes quand même Cédric Doumbé et tout, tu vois. C'est vrai, mais quand t'es un fighter et que tu vas combattre, t'as pas envie d'entendre ça. Et moi, C'est quoi, ça, à ça, ce moment-là, c'est sur Canal+. Sur ça. Canal+, la grosse émission Avec là, Moulou Dachour. Ils ont fait quoi? Ils ont invité Baki là Gros. récemment là. Et ils ont passé un message de Doumbé. On aurait dit que c'était la série, comment ça s'appelait la série de Gaston Bide là, sur le rap? Validé. Tu vois, où ils invitent le gars, TPMP, tac, piège. Et gros, C'est pas cool. ouais. À ce moment-là, moi, je me suis dit, le message de Doumbé, il paraissait trop personnel, tu vois. Je me suis dit, c'est pas un rôle, là. Ouais, mais c'est Là, là où ça paraissait genre. mais c'est là où il dur. est très fort, le Cédric. Ouais. C'est là où il est très fort. Parce qu'il a réussi à faire passer ce message-là. C'est ouf quand même. Tu rentres dans la tête des pressing de de Canal fou. pour. Même sur son média D en mode, je dois communiquer tout ça. On te place Cédric Doumbé qui tente un pressing en direct, c'est ça le pire, à la télé, sur Canal+, mon gars. Tu fights contre Cédric, t'as 2 fights à gérer. T'as le fight dans la cage et t'as le fight médiatique. Ouais, non, c'est ça. Et moi, je sais pas comment vous faites, hein, vous les fighters, parce que moi, déjà, quand j'ai fait mon sport, j'ai pas mangé la journée. Déjà, je suis énervé, je suis tendu. T'es Vous aigri. êtes- Voilà, je suis T'es aigri, ouais. Vous devez gérer ça. Et après, toi, t'as performé, parce que là, on y arrive maintenant. Là, il y a eu l'avant-combat, médiatique qui s'est passé pas comme tu le voulais. Donc là, déjà moi, j'imagine du coup qu'après, t'as dû enchaîner, hein, parce que nous, j'ai vu après, tu dois voir tous les autres médias après ça. Ouais. T'as dû voir tous les autres médias. Ouais. Et après, il y a eu le combat. Comment tu l'as vécu, toi, déjà, juste l'avant-combat, le combat et l'après-combat? C'est-à-dire face à Baki. Est-ce que tu... Non, pour être honnête, moi, sur ça, j'arrive à me détacher quand même. Ok. J'arrive à me détacher. Après, c'est comme ça, quoi. Enfin, je sais pas, comme t'as dit, je fais le cutting, je fais mes entraînements, je focus là-dessus. Ce combat m'a beaucoup appris sur, mais pas tant sur le fight en lui-même, mais sur ma vie à côté du combat. Parce que, attention, il y a aucune excuse. Il a été 100 fois meilleur que moi ce jour-là. Il a sa victoire et de toute façon, c'est pas moi qui vais le contredire quand je revois mon fight. Moi, je te dis, hein, très personnellement, hein, sportivement parlant, ce combat, pour moi, c'est nul. Pour moi, hein. Pour moi, C'est ce que je disais, j'ai pas montré qui je suis. Il y avait eu ce débat, tu vois, et moi, je le disais, c'est que
c'est dommage qu'on. Mais en fait, c'est sur tes 2 derniers combats, Ouais. il y a un blocage où c'est dommage qu'on ne voit pas ce que nous, on voit à l'entraînement, tu vois. Ouais. Ce que nous, on voit de toi à l'entraînement. Et à ce moment-là, après, c'est à toi de voir comment c'est. Hein. C'est un travail, je pense, tu en as parlé avec Rémi, tout le monde, Johnny. Ouais. C'est un travail que tu dois faire toi, où justement, tu vois ce qui fait que tu as été bloqué dans ta perf. Tu sais, c'est comme moi, mon dernier fight, le premier round, je suis bloqué, on va dire. Toi, tu étais dans le public, tu as vu, c'est pas ce que je vois à l'entraînement non plus. Ouais. Et deuxième round, je suis un peu plus là, mais après, on va pas relâcher, revenir sur le truc. Mais du coup, toi aussi, on sait que tu es capable. Moi, personnellement, je le sais que tu es capable de faire des perfs de fou parce que je te vois à l'entraînement. Et en plus de ça, tu es dur et tu es fort. Donc, après. Tu peux répéter ça? On va le remettre, t'inquiète. Fais un replay, hein. Ah, vous savez, les gars, ça, c'est une leçon. C'est une leçon. Ne jamais mettre bien l'invité. Toujours lui dire d'aller se faire voir. Hein? Jean-Marie, Sardi, pour les intimes. Mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est intéressant ce que vous dites parce que on le voit, hein, les grands champions de MMA notamment. Enfin voilà, ils ont un certain niveau de vie. Ils gagnent certaines sommes d'argent. On voit que ils négligent pas cet aspect. C'est qu'ils prennent des coachs mentaux. Tu vois, ils peuvent se le permettre et ils travaillent vraiment cet aspect mental. Et ça, c'est une qui le font, tu vois. C'est une compétence. C'est une compétence, je trouve, très sous-cotée. Ouais. Le fait d'arriver à retranscrire ce que tu sais faire et montrer ton vrai niveau le jour J dans la cage. Exactement. Ça, c'est une compétence qui est tellement sous-cotée. Personne n'en parle, c'est rare. Mais il y a des gars, en fait, tu vois, ça peut ne pas être les meilleurs à la salle d'entraînement pendant les sparring, mais ils ont ce truc où le jour J, ils arrivent à se transcender et vraiment à avoir 100% de ce qu'ils savent faire en dehors de la cage. Et ils le retranscrivent dans la cage. Moi, je te donne un exemple qu'on connaît tous, gros. Moi, j'ai l'impression que c'est le cas de Benoît Saint-Denis. Que tu pourrais entendre à droite, à gauche des gars qui disent « Oh, ça va, j'ai tourné avec Benoît, bon, ça va. » Mais gros, dans la cage, il est imprenable, le gars. Le jour du combat, il a une aura, il a un truc, il a l'air imprenable. Il rentre pour tuer. Pendant 15 minutes, t'es là, tu te dis, mais lui, c'est une machine. Il avance, tu vois, il t'écrase, en fait. Moi, je pense que la force d'un homme, hein, c'est vraiment... Tu sais, on est constamment en train de parler, mec costaud, ceci, cela. Mais ça, on s'en bat les... La vérité, la force, c'est la tête. La force, c'est la tête. Ton aspect physique, ces trucs-là, on s'en bat les... Parce que tu peux être comme ça. Regarde les Gracie, c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Ouais. Tu peux être comme ça, retourner des mecs qui font le double de watts. Le plus important, c'est ta détermination et jusqu'à où t'es prêt à aller. Je pense qu'un mec comme Benoît, il est prêt à l'égorger avec ses dents, le bouc qui est en face de lui. En fait. Il va lui arracher la carotide avec la bouche, tu vois. Il s'en bat les... Exactement. Ouais. C'est un chien de guerre. C'est ça. J'ai vu quelques... on va dire, retour de certaines personnes qui avaient tourné avec lui en grappling sur Twitter, etc. Ils ont dit, tueur, moi j'ai tourné avec lui, c'est un tueur. Ça. J'ai dit, mais je pensais qu'il était plus fort, nana. Mais pourtant, dans la cage, personne n'arrive à résister à la machine BSD. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, peut-être il actionne pas, il a un peu d'empathie avec ses sparring partners, l'empathie qu'il n'a pas avec les... Je pense même pas que c'est de l'empathie. Ah, d'accord. Moi, je pense que c'est un mec, comme tous les combattants, on est égoïste. Tous les combattants sont égoïstes. Et je pense que quand il est en training, il pense à sa stratégie et il se dit tiens, je vais essayer ça, voir si ça marche. Si ça marche pas, je m'en bats les couilles, je suis à l'entraînement. Donc le boug qui se dit Benoît, il est pas très... Non mais gars, là tu le vois à 20%, 30%. Le mec réfléchit, il est tactique, il est intelligent, tu vois. C'est l'entraînement, je suis pas là pour me tabasser, tu vois. Tu sais pas s'il a fait toute la semaine d'entraînement, tu sais pas s'il est fatigué, pas fatigué. Enfin bref, tant qu'il dans la cage hyper femme, voilà. C'est ça. Mais pour revenir sur ton combat avec Baki, justement, nous, tu vois, ça fait quoi? Ça fait des semaines, tous les médias, tout le monde, tous les combattants, tout l'écosystème MMA parle de ce combat-là qui va arriver dans une semaine. Et en fait, on essaie tous, tu vois, de faire des théories, d'essayer d'analyser un peu comment ça pourrait aller dans un sens ou dans l'autre, quelles sont les armes de Cédric, quelles sont les armes de Baki, comment ça va se passer. Toi, il y a un truc que, tu vois, peu de gens ont ça dans leur palmarès, c'est que tu as combattu Baki. Ouais. C'est-à-dire que tu sais peut-être des choses, tu as peut-être ressenti des choses durant le combat que nous, tu vois, on saura jamais. Et des choses qui peuvent, tu vois, tu peux nous donner un peu une autre lecture et une autre analyse de ce combat qui arrive. Qu'est-ce que toi, tu verrais? Est-ce que pour toi, par exemple, Baki, il a des armes dont Cédric devrait se méfier, par exemple? Des trucs qui t'ont étonné pendant le combat. Tu t'y attendais pas forcément. Moi, ça va faire quoi? Ça va faire 2 ans là, que j'ai fait le combat contre Baki. Ouais.
2 ans, c'est long. Ouais, il a dû progresser entre Ah, temps. bah, je lui souhaite. Et j'en suis même persuadé, à vrai dire. Le mec, il est parti avec Khamzat Chimaev, il s'est entraîné avec lui et tout. C'est sûr qu'il a évolué. C'est sûr qu'il a gagné probablement en force, en vitesse, même peut-être plus tactique, plus stratégique, tu vois. Mais écoute, je pense que Baki, il a plusieurs armes pour battre Doumbé, mais ce qu'il n'a pas, c'est l'expérience que Doumbé a. Et l'expérience, je te parle pas en MMA, hein. Je te parle dans la fight life, tu vois. Faut pas oublier que Doumbé, c'est un mec qui a éteint les meilleurs kickboxers à l'époque, tu vois. Un mec comme Nicky Holzken, quand tu le prends au top, cousin, t'as intérêt à avoir les roubignoles bien accrochés parce que ça va vraiment bouger. Hein. Ouais. Et il l'a battu. Il l'a battu. Doumbé, il l'a battu. En main event. Ok. Donc, faut être quand même, tu vois. Je pense que sur l'expérience, ça va jouer énormément, ça. Après, Baki, il est jeune, il est en pleine force de l'âge. Attention, nous aussi, on est en pleine force de l'âge, mais on se comprend, quoi. C'est ça. Mais je pense que c'est un peu trop tôt pour Baki, niveau expérience, d'avoir pris ce combat. Parce que moi, j'ai une question. Je pense qu'il aurait... Bon, je vais pas dire erreur, mais tu penses qu'il aurait peut-être mieux géré sa carrière en prenant un autre combat que Cédric maintenant? Ou tu penses que c'est tellement une grosse opportunité que quoi qu'il arrive, il faut le prendre, il faut accepter? En vrai, c'est peut-être ce que je vais te dire, mais moi j'ai 2 réponses. J'ai la réponse de moi, mon moi intérieur, tu vois, qui est, comme je te disais tout à l'heure, on pose les coups sur la table, je vais te dire non, c'est bien qu'il ait pris le fight. Parce qu'en plus, t'as vu comment tout le monde en parle en France? Ouais. C'est un truc de ouf. Moi, au-delà de parler de Baki, Doumbé, Baki, je m'en fous. Mais là, on parle de combat MMA. Il y a 3 ans en arrière, tout le monde s'en battait les... Ouais. T'allais dans une salle de boxe, tu dis que tu fais du MMA, les mecs, ils disent ouais, vas-y, c'est bon, vas-y, tu sais pas boxer, tu vois. T'es une sorte de mec à l'écart. Chelou, t'es chelou un petit peu. C'est ça, t'es un mec, vas-y, c'est pas boxer, c'est un gars du MMA, il sert à rien, tu vois. Façon de parler, j'exagère. C'est un bagarreur, quoi, en gros. Voilà, c'est un mec qui se tartine, tu vois. Là, c'est des mecs, ils poussent le MMA français à son paroxysme, pardon. D'accord. Donc ça, c'est bien. En gros, pour résumer, c'est quoi qu'il arrive, ils bénéfique. ont fait un truc bien pour tout le monde. C'est bénéfique. L'oseille. Bah oui. C'est le plus important. La vérité, oui. En plus, c'est PFL, gars. C'est une organisation PFL en vrai. Tu vois. Moi, je le dis, hein. Moi, ma parole, j'aimerais bien signer au PFL. Si le PFL nous regarde, là, il faut PFL Europe. Combattre. PFL Europe, les gars. PFL Europe, les gars, on a un client ici. On a un client. Ouais, les gars, moi, je suis preneur, je signe. Attendez, les gars, s'il signe au PFL Europe après ce podcast, on prend nos 15%. On prend notre cachet, par contre. Non, plus sérieusement, moi, il y a une phrase qui m'a marqué parce qu'en rapport avec le fait qu'il disait que c'était peut-être un peu précoce pour le jeune Baki qui reste très fort, c'est son propre manager et entraîneur qui le connaît, Fernando Lopez, qui avait lâché après votre combat. J'ai bien aimé le combat de Baki, mais il y a quelque chose qui m'a assez frustré, c'est qu'il manque ce killer instinct face à toi. Est-ce que toi, tu as senti qu'il manquait une certaine agressivité malgré le fait qu'il était, entre guillemets, au-dessus en termes de points, de touche? Oui, il était au-dessus en termes de points, clairement. Il était au-dessus, mais est-ce que tu as senti que... Parce que toi, moi, je me souviens de ta réaction, parce que peut-être il remonte à 2 ans ce combat-là, mais toi, on avait l'impression que tu n'étais pas en danger, en tout cas, du moins, mentalement, tu étais toujours... t'avançais, t'étais là, t'étais en mode conquérant, et j'ai pas l'impression que t'étais menacé. Non, mais ça, c'est mon caractère. Mais je pense que moi, j'aime bien, et c'est peut-être à tort, la preuve en est, ce combat, c'est que moi, j'aime bien me tabasser, tu vois. Ouais. Ce qui n'est pas forcément intelligent. J'ai pas peur des coups. Ça, tout le monde pourra te le dire. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est pas forcément intelligent. Je pense que Baki, celui que j'ai eu dans la cage il y a 2 ans en arrière, c'est un garçon bien entouré et c'est un garçon plutôt intelligent. Peut-être qu'il a entendu dire que j'aimais bien me chicoter et qu'il a compris que ça servait à rien d'aller au conflit avec moi. Et il a eu raison. Ma parole, il a eu raison. C'est moi qui te le dis, tu vois. Il a été très malin. Parce que, gars, je crois que j'avais pris 122 ou 132 shoots pleine tête. Je crois que j'ai pris 2 high kicks ou un truc comme ça, 2-3 high kicks. Je continue à avancer. Ouais, ok, c'est bien, la résilience, tout ça. C'est mon caractère. Moi, je suis comme ça, tu vois. Maintenant, est-ce qu'il a un punch? Non, pas forcément. Mais c'est là où je reviens sur... en tout cas, il y a 2 ans. Hein. Peut-être que là, il a grave évolué. Attention. C'est là où je rebondis sur l'aspect stratégique. C'est que là-dessus, il a été trop intelligent. Il tapait, il bougeait.
il tapait et bougeait. Il y a un moment, je lui ai enchaîné un double jab droite, et tu le vois sur la photo, il le prend pleine balle. Je me rappelle, il m'a regardé comme ça, il est parti. Et moi, moi, je le suis, tu vois. Ce qui est totalement stupide. J'aurais dû lui couper le chemin pour le retartiner. Et bon, là, je devais déjà être à 100 coups dans la tête, tu vois. J'étais pas forcément lucide. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ce fight-là, à mon sens, ça a plus été un stratège qu'un killer instinct, comme dit Fernand Lopez. Mais c'est un sport qui est tellement... Il faut être tellement complet dans ce sport que tu peux pas dire « Ouais, non, il te manque ça. Ouais, non, Non, gars. Le plus important, c'est la finalité. » Mais c'est archi intéressant ce que tu dis, parce que quand tu vois ce qu'a fait Jordan Zebo face à Cédric Doumbé, tu vois que dès le début, il y a eu un truc d'ego, il a voulu sortir de son game plan, il a essayé de rentrer direct avec un high kick, bref, il s'est fait contrer. C'est ça que moi je trouve un peu bon. Dans les deux camps, il y a un peu des fanatiques qui disent tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui vont dire qui disent que Baki va avoir le même traitement face à Doumbé. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est quelqu'un d'intelligent. Il va avoir une stratégie, un game plan bien défini, et je pense pas qu'il va essayer tout de suite de se mettre en danger. Je pense que c'est une erreur déjà, round 1, tu vois, de rentrer direct dans une distance de kickboxing avec Cédric, de boxe, tu vois. Je pense pas qu'il va rentrer dans ce jeu-là. Je suis assez d'accord avec toi, je pense pas non plus. Et je pense que il faut arrêter de se créer des schémas dans sa tête. Je pense que on est tous différents. Je pense que le Zebo face à Doumbé, je pense qu'il a fait un combat émotionnel. Et je pense que Doumbé était rentré dans sa tête depuis perpète. Ouais. Et je pense que il était affolé, il était stressé. La seule chose qu'il voulait, c'était lui rentrer dedans. Un Aldo face à un McGregor. Hein. C'est pareil, c'est kiff-kiff. Donc, on peut pas, c'est incomparable, en fait. Je pense que Baki, c'est un garçon, peut-être que j'ai tort. Je pense que c'est un garçon qui a du sang-froid. Je pense qu'il est bien entouré. Et je pense qu'il va aborder ce combat différemment. Après, je n'en sais rien, ma parole. Je suis pas Nostradamus, t'as vu? Voilà, c'est ça. Ouais, et pour pas rester dessus, c'est ça. Et là aussi, tu as pu affronter, juste après, pour passer à la suite, un Jordan Zebo. Un Jordan Zebo, où là aussi, tu nous as dit en off que tu étais toujours un peu dans cette mentale-là ouais. Alors qu'il y avait possibilité vraiment de prendre... Totalement. J'ai fait de la merde. Bah, tu vois ce que Zebo a fait, le combat émotionnel contre Doumbé. Moi, je lui ai fait un combat émotionnel à Zebo. Moi, pour moi, hein, et je le dis là, comme ça, pour moi, il est 1000 fois prenable pour moi, Zebo. Moi, je l'ai toujours dit. Hein. Maintenant, même s'il veut on refasse un rematch, on le refait quand il veut. Il n'y a pas de souci. Ma parole. Oui, monsieur. Gars, quand il veut, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai toujours dit, et je le redis là, je pense que sur 10 fights, tu vois, il perd une seule fois Mika, et c'est la fois où il perd en face de tout le monde. Après, je dis pas que Jordan non, il est bon. Il est pas bon quoi. Attention, il est très bon. C'est juste que moi, je vous dis, je le redis. Après, il va dire, redis-le. T'inquiète, ils vont le faire au montage. Regarde. Répète-le encore une fois. Il est plus fort. Ce qu'il montre à l'entraînement, c'est pas ce qu'il montre dans la cage. Et que franchement, s'il nous fait une presta, qu'il nous fait un entraînement dans la cage, ouais. Bonne chance, les gars. Bonne chance. Bah, du coup, c'est pour ça que nous, on a hâte de voir la suite. La suite, c'est prometteur. Et pour un peu plus avancer, si vous avez des sujets, n'hésitez pas à rebondir, les gars. Là, moi, je vais tout de suite passer à un autre combat, justement, qui inclut un Français qui est un peu du même profil que toi, qui a fait l'armée avant toi. Comme toi. Comme moi, ouais. Voilà, exactement. Avant le sport de combat, pardon, comme toi, qui a fait l'armée comme toi, et qui là va affronter un gros client. La personne de style. Pareil. Moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui se prononcent. Il y en a qui sont catégoriques. Ah, c'est trop tôt, il va se faire détruire. Pourtant, les odds sont sortis, il est favori. BSD, c'est le 12e. L'autre, il est, je sais pas, dans le top 5. Il est même pas. Les gens disent qu'il va se faire détruire. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Et est-ce que tu penses que c'est le combat? Le timing est parfait pour BSD. Gars, moi, je pense qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et là, moi, je te dis que notre Benoît, il est bien chaud comme il faut. Pour moi, il va lui rouler dessus. Et pourtant, les gars, Poirier, je kiffe. Je suis fan, hein. Mais on est français, mon gars. Ah, moi... Qui c'est la France? Bien sûr. Poirier, rapidement, hein, Poirier qui a quand même
des gènes français un petit peu. Ouais, tout à fait. Je crois que son grand-père ou son grand-père. C'est ça, il est d'un peuple qui s'appelle les Acadiens, qui ont fui le Canada, qui sont d'anciens Français en fait, qui sont venus en Louisiane s'installer, etc. Bon. Mais bon, il n'est pas français. Donc on sera pour Benoît. Genre là, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Benoît, il va lui faire un petit retour aux sources. mais ce combat, c'est une dinguerie. Ça va être vraiment explosif parce que tu as deux combattants qui, par leur style, sont des gros bagarreurs, qui sont agressifs, qui avancent sur l'autre. Ouais. Et là, il y aura pas ce style de combat où il y a un qui est agressif, qui avance, l'autre qui est un peu fuyant, sans être péjoratif, qui va tourner, qui va essayer de fuir, marquer des points. Là, on a deux gars qui vont essayer de s'exploser dès le premier round. Plus on s'approche du fight, plus je me dis, ce combat, il fera pas 5 rounds. Non. Je sais pas s'il fera 2 rounds, ce combat. Je sais pas s'il fera 2 rounds, franchement. Non, ça te fait rire, ça, hein. Moi, j'aime bien, gars. Il aime trop ça. Ah, moi, c'est ça. Non, mais gars. Ça va pas faire 5 rounds. Moi, c'est ça que j'aime bien. Si on fait ce sport-là, c'est pourquoi? C'est pour que ça... C'est pour que ça tombe. C'est pour que ça finisse. C'est pour que ça tape. Voilà. Les soumissions, c'est bien, mais nous, ce qu'on veut voir, c'est... Hein et moi, c'est justement les jambes du mec. BSD, c'est quoi ces jambes? Moi, j'ai été surpris. Que ce soit face à Bonfi ou face à Frévola, où je disais à Karl en off... Voilà, là, maintenant, je veux que tu le dises au public. Parce que moi, je l'ai pas dit à la vidéo. Mais j'ai dit, BSD, il va rouler sur Frévola. Mais moi, tu vois, je me canalise un peu. Parce que sinon, la crédibilité du média, on va dire, voilà, voilà. Moi, je pense que... Déjà que ça en a pris un coup parce que... parce qu'il a dit... Doumbé top 5 UFC. Déjà, ça en a pris un coup. Non, mais j'en joue. Là, par contre, là, j'en joue. Et bon, mais pour moi, mais si tu veux que je vais lâcher un autre hot take. Moi, je fais partie des mecs qui l'ont dit depuis 1 an, je le dis. Hein. Enfin, depuis peut-être 10 mois. Pour moi, il y a la place pour que, après, ça va dépendre de l'activité d'Islam, mais que BSD puisse prendre la ceinture d'ici fin 2024, début 2025, et c'est pas l'intérim. Et là, le scénario qui est en train de se propager, en cas de bonne nouvelle la semaine prochaine, peut être possible. C'est totalement ça. Pour moi, c'est totalement ça. Ouais, je suis d'accord. Moi, s'il gagne là, il fait la ceinture après. Il y a impossibilité que ce soit autrement. S'il gagne là, peut-être un autre fight et après la ceinture. Contre qui, frère? Contre qui? Imagine, il est un Poirier. Mais s'il a Tommy Poirier comme il a Tommy Frévola. S'il finit Poirier, je pense qu'ils vont lui donner le combat pour la ceinture. Ou au moins, ils vont lui donner la BMF face à Gaethje ou tu vois. Ah, ça, ce serait beau. La BMF. Ah, ça, ce serait beau. Parce que n'oubliez pas qu'il y a... Là, il y a un combat, là, Gaethje Holloway, non? C'est pas ça? Ouais. Pour la BMF. Moi, et je pense qu'il y a moyen qu'il donne le gagnant à Benoît. La BMF, elle est lourde quand même. Il la mérite. Il faudrait bien faire une BMF dans une organisation. Ah, moi, je préfère plus la BMF que la ceinture UFC, cousin. Complètement cinglé. En plus, ça colle bien avec ton personnage dans la cage, notamment. Parce que là, clairement, pour moi, les combats que t'as fait récemment, ça montre que t'as cet esprit BMF. Tu vois. Moi, je kiffe. On pourrait dire que t'es le best motherfucker en France. En vrai de vrai, si, bah, tu vois, c'est ça qui me manque en France. Après, l'UFC, ils sont un peu dans le futur, t'as vu. Ils peuvent se permettre de faire ce genre de ceinture-là. Pour moi, aucune autre organisation peut se permettre de faire une ceinture comme ça. L'UFC, ils sont déjà trop loin. Mais c'était pour Masvidal qu'ils avaient fait cette ceinture de base, hein, ça. Hein. Diaz Masvidal. Purée, ce fight, il m'avait choqué. Il a fait une drill à Diaz. C'est un truc de ouf. Et ouais, maintenant, il veut l'affronter. Maintenant, Masvidal, il veut l'affronter Diaz en boxe anglaise. Il essaie d'hyper un combat. Vous avez vu Masvidal, comment elle est? Ouais, il est bien important. Ouais, il a grossi un peu, non? Oh, on dirait un vrai Cubain en mode chemise et tout, mais balèze. Mais lui, il a tout capté. C'est un bon vivant. Il aime bien manger, il aime bien boire son petit coup, il aime bien les femmes. C'est cool, t'as vu? Mais du coup, là, parce que là, non, il a le droit. Latino! Il a le droit. Bah oui, il mérite, hein. Mais pour bifurquer, parce que le mec, il veut aller en boxe anglaise. Mais moi, j'ai envie de bifurquer sur la boxe anglaise, justement. Et la semaine dernière, je sais plus, il y a quelques jours, il y a eu un combat en France. Franco-français. Qui a opposé 2 générations. Une génération. Non, pour moi, c'est un peu la génération. Les gens disent la génération sacrifiée, c'est la génération du talent qui a pas eu la lumière qu'il méritait en Ahmed El Moussaoui. Exactement. Sur talent qui a pas eu la lumière qu'il méritait. À celle de le timing parfait pour le petit Samaké, potentiellement superstar. Et c'était le choc des générations organisé par Monsieur Samaké, les Samaké Promotion. Les gars, moi, je vais d'abord demander à notre invité, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat-là? Est-ce que tu as été convaincu par le produit Samaké? Est-ce que tu penses qu'il y a eu un vol, pas vol? Parce que toi, on sait que tu
tu connais déjà Ahmed El Moussaoui. Ouais, Ahmed, c'est un bon copain. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que toi, t'as pensé du combat en général? Pour moi, les gars, je vais être cash. Pour moi, c'est Ahmed qui gagne. D'accord. Je vais parler français. Hein. Maintenant, après, chacun voit ce qu'il veut y voir. Moi, je pense que Ahmed gagne parce qu'il a été offensif. Il a mis ses points. C'est lui qui a mené la danse durant tout le fight. Après, je dis pas que Samaké, il est pas bon ou quoi. Non, Samaké, c'est un jeune prometteur. Il est très bon. Il est physique, il est athlétique, il est tout ce que tu veux. Il y a pas de souci. Mais pour moi, Ahmed, il est 1000 fois plus technique. Et comme je le dis, et je me répète, hein, pour moi, il a mené le fight. C'est lui qui avançait. Ouais. C'est lui qui avançait. Le cassant du ring. Après, c'est ça. C'est mon point de vue. Après, de par leur style de combat, c'est sûr que ça, on le savait, ça allait pas être Bakary qui allait avancer dans ce combat. Bakary, il allait être sur le reculoir, entre les cordes, en mode défense. Il a ce style très, comme tu disais, hein, afro-américain. Voilà, Philly Shell, défensif, beaucoup de mouvements de tête. Voilà, on savait que ça allait être un peu la physionomie. Maintenant, c'est une stratégie aussi. Hein. Bien sûr. C'est une stratégie. Après, maintenant, c'est vrai que, comme on disait, Ahmed, il a fait le combat qu'il devait faire. Il devait rendre le fight un peu dirty, tu vois. Il devait rentrer un peu. Il devait essayer d'amener Bakary dans une bagarre, tu vois. Un peu. Comment dire? Tu vois, un combat pas très propre, disons, comme un peu. Rien à voir, mais comme un peu Maïdana, il avait essayé de faire avec Floyd à l'époque. Après, moi, je trouve qu'il a été. Après, je trouve que même Ahmed, il avait une boxe propre, c'était joli. Hein. Ouais, bien sûr. Je vais pas vous mentir. Parce que je suis d'accord avec toi. Mais là où je suis d'accord, c'est que il savait dans quel écosystème il était. Dès les premières minutes, bam, 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 bam. Et moi, c'est ça que j'ai kiffé avec lui. Dès le départ. Ouais. Dès le départ. Il a enclenché la première. Voilà. Et là où j'ai dit, et là où je reprends, et c'est pour ça que je suis exactement d'accord avec ce que tu as dit, c'est que Bakary Samaki, il est rentré dans son personnage. Il était dans cet écosystème-là où il s'est dit, faut que je fasse parler cette défense et ça va me faire gagner des points. Il y a des mecs, il y a des boxeurs, malheureusement. Et en France, c'est vrai qu'en France, il y a des, je crois, il y avait des influenceurs, je crois Mansa ou d'autres qui avaient mis sur Twitter et autres, il avait mis des rings à lui en amateur. Aujourd'hui, en France, c'est pas partout où tu vas boxer comme Samaké que tu vas gagner des combats. Ouais. En amateur, tu boxes comme Samaké, on va peut-être pas te donner les rounds. Non, tu perds. On va peut-être pas te donner les rounds. En amateur, tu perds. On va peut-être pas te donner les rounds. Après aussi, il faut pas, tu vois, il faut pas négliger le fait que quand même Bakary aussi, il a mis quelques bons coups. Quelques coups bien appuyés. Bien sûr. Il a envoyé des grosses patates. Après, en face, c'est Ahmed. Ahmed, il bronche pas. Ahmed, il se reçoit des fois des trucs pleins de poire. Il bronche pas du tout. Ahmed, il a connu franchement, des combattants. C'est factuel. Il tape beaucoup plus fort que Bakary, tu vois. Et il a pas bronché, hein. Donc ça allait pas être, je pense, Bakary qui allait le coucher. Voilà. Ça, on le savait aussi. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas un vol, mais en fonction du contexte, tu le donnes à l'un ou à l'autre easy. C'est-à-dire que moi, je suis pas d'accord avec vous, les gars. J'ai l'impression d'être le seul ici, là, dans cette salle, à pas être d'accord avec ça. Moi, je te dis. Là. Ouais, d'ailleurs, fais attention à ce que tu dis. Après, moi, je vais dire un truc. Ouais. Moi, je vois Ahmed El Moussaoui gagner parce que j'aime bien. Parce que t'es marocain. C'est un marocain. J'étais pour lui. J'aime bien la manière dont il boxe. Objectivement. Mais après avoir vu le fight, je pense que je comprends la décision. Je comprends juste pas le juge qui a mis 10 rounds à 0. Il y a un juge, il a donné tous les rounds à Bakary. Là, non, là, il y a des questions à se poser. Je suis d'accord. C'est vrai, moi, de base, je suis pas apte à juger un fight de boxe anglaise. Tu sais, c'est différent du MMA. C'est pas la même chose. Il y a pas le même pointage. Nous, en MMA, un mec qui garde le centre de la cage et qui est offensif, il prend des points, tu vois. Bien sûr. Ça fait partie du jugement. Sauf que si t'es offensif, mais que tu touches pas en anglaise ou que le gars est sur les plans défensifs est meilleur, où il défend et que ça touche pas vraiment, que ça touche les épaules, ça touche pas vraiment en anglaise. Je suis d'accord avec toi. Sinon, Mayweather, il aurait tout perdu. Il aurait jamais gagné un combat. Si on scorait comme ça en boxe anglaise. C'est le scoring de l'anglaise. Mais si tu mets un scoring parallèle sur le même fight qu'on a vu, parallèle au scoring du MMA, tu vois peut-être Ahmed El Moussaoui gagnant juste au-dessus, tu vois. Après Sigma, ce qu'il disait, il est allé plus loin que ça. Il disait que même dans d'autres promotions en boxe anglaise, peut-être ils auraient scoré différemment. C'est ça qui... Ouais, c'est pas forcément promotion, parce que je veux pas mettre en cause Samaké promotion, c'est dans tu changes le contexte, tu mets ça en combat amateur. En amateur, voilà. Parce que regarde, ou en boxe olympique. Voilà, parce que il est on peut dire ce qu'on veut. Moi, je trouve qu'il a une boxe pro phénoménale, le petit qui a 20 ans. Le mec, il a 20 ans, frère. Le mec, il a 20 ans. Il fait ça face à Ahmed. Il a 20 ans. Il a une maturité musculaire. J'ai jamais vu ça pour un mec de 20 ans. De ouf. Il est archi explosif.
il bouge, il a une technique incroyable pour son âge. Moi, ce qui me choque même pas, c'est même pas son physique. Je te dis la vérité, hein. Ouais, tu peux avoir des prédispositions. Moi, c'est son coup d'œil et son sang-froid à neutraliser. Parce qu'il arrivait à attacher. Et comme tu disais, il remisait pas forcément. Non. Face à Ahmed, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Il y en a face à Ahmed, il se serait fait dégommer. Bien sûr. Ils auraient fait ce Bien sûr. Ahmed, il y en a qui ont découvert Ahmed. Ils ont dit, oh, je le connaissais pas. Tu vois, il y en a qui ont découvert. Ça, c'est honteux, ça. Voilà. Il y en a qui ont découvert. Une honte. Voilà. Et moi, voilà. Et moi, je trouve ça fantastique que le petit Bakary, il soit ressorti en mode, il a pas pris énormément de coups que ça. Pourtant, il en a pris des bonnes, hein. Il en a pris des bonnes. Mais Ahmed, pas tant que ça. Pas tant que ça. Il y en a beaucoup, il les a, tu vois. Et c'est ça qui est impressionnant. Absorbés, on va dire. C'est ça qui est impressionnant. Et je me dis, bon, bah, écoute, le futur, pour moi, ça n'annonce rien parce que regarde, ils arrivent à le construire, t'as vu? Ils arrivent à construire autour de lui. Mais là, je me dis, c'est dommage, c'est que Ahmed, pour moi, il mérite, on va dire, il mérite beaucoup plus de lumière. Et surtout, là, le potentiel qu'il y a avec un fighter comme lui, dommage à ce stade-là de sa carrière, qui est entre guillemets, certains diraient engrainé du kilométrage. Pour moi, tu peux faire des combats de foi avec Ahmed. Bien sûr. En France. Bah oui. En France, tu peux faire. La boxe, c'est souci de génération. Hein. C'est comme dans les MMA. Hein. C'est ce qui est marrant, c'est que tu sais, sur la Fight Week de Taharabdi au Mans, là, au COF, il y a des mecs qui ont. Michael Lebou, il était dans le coin avec moi et David Baird. Il y a des gens, on est partis se balader, ils ont reconnu Mika. Pas par rapport à sa carrière, mais par rapport au El Bichot. Tu vois ou pas? C'est dingue. Tu vois la dinguerie. Ça souligne l'importance de aujourd'hui avoir une communication voilà. à travers les réseaux. Les on gars, en revient au même sujet à chaque fois. C'est une grosse dinguerie. Mais pour finaliser sur ce tourner combat. la page Bakary Samaké, Ahmed Moussaoui, il y a David Musset sur la chaîne du coach Fabrice Sadou qui a dit quelque chose de super intéressant. C'est qu'en fait, le problème tant que ça, c'est pas le combat qu'on a vu. C'est la communication du clan Samaké de Samaké avant le combat qui disait que on va changer son visage, le Face ID ne reconnaîtra plus, comme quoi ils allaient le tabasser entre guillemets, potentiellement un finish, et qu'après, au résultat, c'était boxe défensive. C'est ça qui a posé problème en fait. Ça a posé problème, on va dire, au grand public. Et ça peut être une leçon pour le jeune Samaké. C'est peut-être pas forcément vendre un produit qui n'est pas forcément livré. Oui, puis parfois, vaut mieux fermer sa gueule, faire les choses et après jacter que jacter et pas forcément faire les choses comme c'était prévu. Comme c'était prévu. Parce que pour moi, tu fais une autre communication et tu livres ce que Samaka a livré, ça peut se retourner en mode waouh, c'est super cool ce qu'il a fait. C'est impressionnant de fou. Ouais, tout à fait. Tu vois. Mais le problème, c'est que voilà, aujourd'hui, l'ère des réseaux sociaux, c'est un peu compliqué. Il faut vendre, mais après, on est un peu maladroit. Il faut vendre. Voilà. En tout cas, moi, je trouve que ça reste phénoménal ce qu'il a fait, le petit Bakary. Et moi, j'en attendais pas moins d'Ahmed, pour le coup. Je savais qu'il allait jamais chichibu ou je sais pas quoi. Mais moi, quoi qu'il arrive, je trouve que après le combat, post-fight, franchement, ça a été. Ça s'est bien tu vois, tourné. il a pris, comment dire, il a eu le respect qu'il méritait, Ahmed. Tu vois, les gens, ils l'ont respecté. Les réactions générales un peu des fans et des gens qui suivent la boxe, elle était vraiment positive envers Ahmed et c'est mérité. Et franchement, gros respect. Il a pris ce fight, il savait que c'était pas facile sur tous les aspects. Grand respect, il a fait la guerre qu'il avait à faire et voilà. Hein. Il a pas à avoir honte, il a grand respect. Voilà, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'on a un invité ici qui le voyait gagnant. Tu vois, comme il y a beaucoup de gens qui le voyaient gagnant et d'autres qui le voyaient perdant. Donc la boxe anglaise, comme tu as dit, Nassim, surtout quand c'est serré comme ça, c'est ça qui est étrange avec le MMA, sauf on a certains combats au MMA où c'est un peu abusé, tu sais pas trop qui gagne. Ouais. Quand c'est serré, est-ce qu'on favorise la défense, est-ce qu'on favorise Exactement. les touches nettes, est-ce qu'on favorise les combinaisons et le débit, le ring control, c'est différent du MMA. Là, pour passer la page, les gars, moi j'aimerais avoir ton avis sur un gros combat qui mêle MMA et boxe anglaise. Le cas Francis Ngannou, Anthony Joshua. Pouh. Tu vois. J'aimerais avoir ton avis parce que déjà toi, quelle a été ta réaction quand tu as vu Ngannou mettre au tapis tes jeunes furies? Magnifique, man. Magnifique. Ah, moi, je suis Ngannou à balle. Hein. Ok. Ah, gars, Ngannou. Ne serait-ce juste par le parcours de vie. Ouais. Juste ça, gars. Juste ça, déjà, c'est ouf. C'est ouf. Le mec, il a fait des trucs, il y a personne qui fait ça, gars. Tu vois, il y a Drake qui a fait un son pour lui. Ça, c'est from the bottom. Là, we here. Non, mais c'est chaud. Et en plus, le mec, à la base, il arrive en France, il sait même pas ce que c'est le MMA, limite, il s'en bat les couilles. Lui, dans sa tête, l'anglaise. Quelques années plus tard, il tape le bout. Moi, ma parole pour moi, c'est lui qui a gagné. Hein. Moi aussi. Ma parole, c'est Ngannou qui a gagné contre Fury. Et le gars, il va au bout de ses rêves. Ouais. C'est pas magnifique, ça? Non, c'est fou. C'est ouf. Et là, du coup, tu vois quoi? Moi, je pense que Joshua, il le prend vraiment au sérieux.
Après, attends, il y a un truc piège dans ce combat parce que les gens qui regardent pas la boxe de très près, d'un peu loin et tout, ils voient ce que Ngannou il a fait à Fury, ils se disent c'est beau, il est imbattable parce que voilà, regarde, il a mis déjà au tapis un Fury. Le seul qui l'avait mis pareil au tapis, c'était Wilder et malgré tout, il a pas réussi à gagner, tu vois. Il est au numéro 1, c'est n'importe quoi. Mais en fait, comme on dit à chaque fois, hein, que ce soit boxe, que ce soit MMA, bon, c'est peut-être plus vrai en MMA parce qu'il y a plus d'aspects, mais tu vois, c'est les styles qui font le combat. Et là, face à lui, Ngannou, il a pas du tout le même style de combattant. Il a pas du tout le même style de combattant et c'est pas parce qu'il a fait... Bon, certes, c'était face au meilleur quand même, faut le dire. Tu vois, le classé numéro 1. Mais là, il a pas le même combattant en face. Ouais, moi, je le vois pas gagnant. Hein. Là, tout de suite. Là. Ngannou Ouais. Moi, pourquoi je le vois pas gagnant? Vas-y, explique. Mais gros, Fury, il a pas pris au sérieux Ngannou. Il a été envoyé au tapis. Tu crois que le clan Joshua, ils veulent que Joshua il tombe une fois au tapis? Là, ils vont pour lui faire la guerre. Ils vont lui casser sa gueule. Moi, je pense que Joshua, c'est pas le Joshua du début. Non, mais Joshua, il a un menton plus fragile, on a remarqué. Merci. On sait que c'est un peu plus fragile à ce moment-là. L'autre, c'est même pas des marteaux, c'est des masques, là. Non, mais justement. C'est des masques, cousin. Attends, non. Mais, par exemple, un Joshua, il a boxé des gros noms, tu vois. Il est pas tombé forcément face à certains. Tu vas pas me dire que Ngannou, il tape plus fort que tout le monde en anglaise. Moi, je trouve que les gars de l'anglaise, ils ont un truc en plus. Non, mais Ngannou, moi, je pense que c'est dans la tête. Depuis tout à l'heure, on parlait de la force psychologique, tout ça. Moi, pour moi, Ngannou, quand je te dis... Les étapes, les gens pour vivre. Ouais, bah voilà. Ouais, mais non, mais ma parole, Ngannou, c'est un bouc, comme je t'ai dit, il va au bout de ses rêves. Ça veut dire que je pense que c'est le genre de mec, tu lui donnes une mission, il accepte la mission, il va la terre entière pour en finir sa mission. T'as capté ou pas? Là, il a pris Joshua. Dans sa tête, c'est mort. Il est mort. Ouais. Surtout que quand tu vois un peu les derniers combats de Joshua, il perd face à Usyk. Non, mais justement, ce qui m'interrompt, le dernier combat de Joshua, justement, moi, il m'a inquiété. Il était super fort face à Wallin. Il a détruit Otto Wallin. Et on a cru voir le retour d'Anthony Joshua face à un Otto Wallin, il a détruit. Ce qui m'inquiète, moi. Putain, je connais son grand frère, Peter Wallin, c'est un Suédois. Je l'avais rencontré en Thaïlande. Ouais, véridique, hein. Non, véridique. Et moi, il m'a impressionné. Il m'a impressionné parce que Otto Wallin, il avait fait une drill, il avait coupé Tyson Fury. Pardon, excusez-moi. Otto Wallin, il avait coupé à l'arcade Tyson Fury, il lui avait fait voir l'enfer. Il s'est fait détruire face à un Joshua qui n'est plus censé qui n'est censé être que l'ombre de lui-même. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, là, il y a 10 rounds. Si il s'en mange une plein pot, parce qu'on sait qu'en boxe, il va se faire dogminer, logiquement, même si pour moi, il a réussi à outboxer le plus grand technicien de la plus grosse catégorie. Supposons que ça va pas arriver 2 fois. Supposons qu'il va se faire outboxer, mais qu'il arrive, il a 10 rounds, il arrive à toucher de plein pot, crochet ou direct, tout ce que vous voulez, 1-2, un Anthony Joshua, est-ce que vous pensez qu'il se relève? Il dort. Moi, je pense que. Je pense qu'il se relève. Ouais, mais non. Après, pour moi, il va se relever en faisant chicken dance alors. Hein. Non, mais franchement, tu vois, Ngannou, il est archi puissant. Ouais. Mais pour moi, les gars de l'anglaise, ils sont beaucoup plus puissants que les gars du MMA sur les frappes en anglaise. Ouais, mais ils n'envoient pas des marmites. Anglaise, là. Oui, ils travaillent beaucoup. Là, c'est les poids lourds. Hein. Là, c'est les poids lourds. Là. Mais frérot, moi, je te dis, hein, c'est pas c'est gants taille 4, comme il dit l'ami Cédric. C'est vrai. Ça va être quoi, du 8 ou du 10? Je pense que... Pour le bulldozer, là, ils vont mettre du 8, tu penses, toi? Du combien? Du 10, c'est du 10. Ouais, du 10, ouais. Ah, du 10, ils vont mettre. Ah ouais, du 10, c'est un moins compris, quoi. Les gants pro, c'est une moufle, quoi. Mais je pense que en anglaise, t'auras des mecs qui seront prêts à défendre, prêts à bloquer. Donc, ouais, ce sera pas la même chose. Moi, quand je vois ce match-up, je vois pas le combat aller jusqu'au bout, hein, personnellement. Ouais, même si c'est 10 rounds. Attends, c'est-à-dire que tu vois Ngannou se faire éteindre, toi? Tu vois Ngannou se faire stopper? Non, j'arrive. Je vois pas Ngannou se faire éteindre. Parce que pour moi, Joshua, il se fait toucher une fois, c'est fini. Si le menton de Joshua, il goûte une fois à la pêche, c'est pas comme Fury. Fury, il a mangé un missile nucléaire dernier round de Wilder. Il s'est relevé comme l'Undertaker, frère. Ah, mais lui, frérot... Tu l'as vu? Non, attends, tu te rappelles de cette image? Ouais. Il s'est relevé comme l'Undertaker. C'est vrai. Je suis en train de la revoir, là.
Il s'est relevé son cerveau, tu vois. Pour moi, Joshua, il a pas le menton de Fury. Du tout. Ouais, mais est-ce que Ngannou frappe aussi fort en anglais Que Wilder, je sais Wilder pas. Que Wilder, je sais pas. Mais si c'est pas autant que Wilder, il arrive direct après. Ouais. Tu vois ou pas? Pour moi, il cogne, hein. Il cogne. Là, je vais énerver la communauté boxe. Je suis désolé, les gars. Je vais les énerver. Désolé, Pour moi, les gars. Les boxeurs qui, en gros, qu'il faut qu'il évite impérativement Francis Ngannou. Pour moi, il y a des Martin Bacolé. Ouais. Martin Bacolé, il faut surtout pas qu'Ngannou le prenne. Ah, Bacolé, c'est un client. T'as peut-être des Weili Zhang, des trucs comme ça. Mais pour moi, Anthony Joshua, c'est pas du tout un boxeur à éviter. Je suis désolé, le Anthony Joshua d'aujourd'hui. Je suis désolé, les gars. Pour moi, c'est un bon match-up. Pour moi, c'est un très bon match-up. Et malheureusement, les gars, je vous le dis la vérité, je pense pas qu'Ngannou a envie de retourner au PFL tout de suite. Ouais, il sera obligé de prendre l'autre, là, Ferreira. Donc, il est obligé de prendre Ferreira. Mais C'est un client, lui aussi. Hein. C'est un client, mais il est même pas allé faire le face-off. Il devait faire le face-off, il est même pas rentré dans la cage. Pour faire le face-off, ils s'en foutaient complètement. Je pense que Ngannou, il avait des plans jusqu'à qu'il voit les cachets de l'anglais. Il y a Turki Al-Alshir qui a créé une nouvelle. Le mec organise tout en Arabie Saoudite, il a créé une nouvelle ceinture, là, une disputite pour les poids lourds. Il y a un gros cachet à prendre. Pour moi, Ngannou, il a ses yeux sur cette ceinture-là. Ça va pas être de l'exhibition, il veut éteindre Ngannou. Il veut éteindre Joshua. Il arrive avec un capital confiance énorme. Et rien ce qu'il a fait. Je pense que même lui, la vérité, hein, je pense qu'il s'attendait pas à, je sais pas s'il s'attendait à un gros combat. Il se disait, je vais rendre le combat disputé, serré, mais je pense pas qu'il s'attendait à ça. Je pense même pas qu'il s'attendait à ça, hein, à être à 2 doigts de gagner, si ce n'est beaucoup de le voir gagner. Donc, je pense pas qu'il s'attendait à ce point à être proche. Les gars, je suis désolé. De la communauté anglaise, je suis désolé, mais pour moi, Joshua est en danger. Voilà. Il est clairement en danger. Pour moi, Joshua est en danger. Il est clairement en danger, Joshua. Pour moi, Joshua, pour gagner ce combat, en fait, je vais dire ce que je pense concrètement. Pour moi, Joshua, s'il veut gagner ce combat, il doit combattre d'une manière dont il n'est pas habitué à combattre. Ah ouais, il va devoir cavaler. Il doit faire du Usyk, il doit faire du Fury. Ouais. Il sait pas faire ça. Il a jamais fait ça. C'est ça, en fait, pour moi, le problème de Joshua, c'est quoi? C'est pas qui, ça y est, il sait plus se battre, il est en downfall. C'est que, le problème, c'est que, il est face à un mauvais match-up. C'est un mauvais match-up pour lui. C'est mauvais garçon. Mauvais match-up. On dit pas qu'il est forcément super favori, mais pour moi, c'est mauvais match-up pour Anthony Joshua. Et c'est surtout très mauvais timing. Quelqu'un qui est en surconfiance, quelqu'un qui vient à peine de retrouver sa confiance face à un Otto Wallin. Je sais pas les gars, mais moi si je devais mettre mon argent, même si je parie pas, hein, mais je le mettrais sur le petit Francis Ngannou. C'est ce que je ferais. T'as un 15% Winamax, toi? On n'est pas sponsor, les gars. Mais c'est ce que je ferais. Envoyez un mail. Vous voyez? Quoi déjà le mail? Voilà. Mais en tout cas, les gars, c'est en description. Non, mais plus sérieusement, voilà, là, c'était la petite parenthèse boxe anglaise. On sait que c'est un combat dangereux pour, Moi, j'attends les anecdotes de mec. Mais là, on va arriver aux anecdotes. Voilà. Sur la partie croustillante. Là, on est sur la partie croustillante. Là, depuis tout à l'heure. Parce que là, on a un invité qui a une vie atypique. Tu nous as mis un petit survêt camo, là. Je fais des coachings pour gagner ma vie. Donc, T'as j'étais en cru que coaching avant. T'as cru que t'étais, je sais pas où, à l'armée, avec ta montre aussi, comme si t'étais en montagne, là, frérot. Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que, apparemment, il y a des petites anecdotes croustillantes. Et t'as fait des coachings assez intéressants. C'est atypique. C'est atypique. Nous, on aimerait savoir dans la vie d'un combattant qui a fait l'armée, qui, on va dire, qui a encore une carrière, qui en est arrivé là. Qu'est-ce que t'as dû faire pour en arriver là, justement? Qu'est-ce que t'as dû faire, hein? Non, mais il y a eu après l'armée, bref, j'ai un peu galéré. Au niveau de l'oseille, c'était pas trop ça, mais normal, tu vois, c'est comme tout le monde en vrai. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je faisais de la sécu dans les bars, dans les soirées et tout. Et un jour, on va voir, je vais avec mon coach de boxe anglaise, on va en Belgique voir le BD. Ok, on avait un pote qui combattait. Bah d'ailleurs c'est quand Yacine Belhadj avait fait la ceinture contre Fares. Ah, bah, j'étais là-bas. Ce soir-là. J'étais là-bas. On s'est croisés, non, peut-être? Probablement. Je sais pas, tu m'as pas reconnu, non? C'est vrai que t'avais une sale tête, mais je te retourne le compliment. Je pense que je t'aurais reconnu avec ta sale tronche quand même. Bref. Et après, en fait, sur le retour et tout, on est dans la voiture. Écoute bien, hein, on est dans la voiture, on discute et tout. Truc con, on se dit, vas-y, comment on peut se faire plus de thunes en faisant des coachings, tu vois? Et on discute. Et je me dis, mais attends.
Non, mais vraiment, je te jure, hein. Mais y a rien de chelou, quoi. Je me dis, mais c'est des meufs qui brassent de l'oseille à balles. Ouais. Beaucoup de cash, en tout cas. Beaucoup de cash. Ouais. Et là, je me dis, tu sais quoi? Il y a pas les sites pour appeler les et tout. Et mon coach, il explose de rire. Il me dit, si, il y a les sites et tout. Bref. Je vais sur le truc, Viva Street, tout ça, là. Et je commence à mettre des annonces. Je dis, ouais, je vous propose des cours de boxe pour vous défendre et tout. Parce qu'en fin de compte, les meufs, elles font ce qu'elles font, ça je m'en bats les couilles. Mais elles sont toutes seules, elles brassent beaucoup de cash, et elles ont affaire à des garçons qui sont pas forcément... Des fois, elles se font braquer, je crois. Elles peuvent se faire braquer, ouais, elles peuvent se faire tabasser et tout, ouais, clairement. C'est vrai que la démographie, ouais. Bah, en vrai, les meufs, elles galèrent, hein, tu vois. Et il y a personne pour les défendre. Tu crois vraiment que la elle va appeler les keufs, genre ouais, je viens de me faire tabasser par 3 mecs. Le boug, il arrive, ouais, ils m'ont tapé ça en cash et tout. Tu vois, c'est logique. Elle va fermer sa gueule, elle va serrer les dents, tu vois. Et Du coup, t'es devenu Mac. non, pas du tout, pas du tout. Donc du coup, je fais un truc là sur le site et je leur envoie à plein de nanas, j'envoie le message. Donc t'as des meufs, elles me disent non, je comprends pas, mais si tu veux, nanana, non, ça m'intéresse pas, t'as pas compris. C'est moi qui te vends un service, c'est pas toi qui m'en vends un, c'est moi qui t'en vends un. Ouais. Et il y en a une qui a répondu, une brésilienne. Hasard, moi je parle portugais. Une. Moi je parle portugais. C'était Bella ou Bello? C'était Bella ou Bello? Bref, c'est une meuf, Ouais. je l'entraîne, elle prend 2 heures. Donc moi, à l'époque, je partais, je devais avoir 100, 130 balles dans les poches. Ouais. Déjà, je me dis déjà, ça gagne bien, c'est cool, t'as vu? Elle paye en cash. Et en fait, après, elle a commencé à me partager avec ses copines. Elle dit non, il est cool. En plus, il est sérieux, il y a pas de truc chelou, tu vois. Et vraiment, hein, j'y allais vraiment en mode pro, tu vois. J'y vais, je fais mon coaching, je me barre. Et puis voilà, comme ça, je prenais mes pièces. J'étais le seul mec qui partait de la et qui avait de l'oseille dans la poche. Tous les autres boucs qui allaient la voir, ils avaient les poches vides. Moi, elles étaient pleines. La dinguerie. Mais j'aime beaucoup. Comme quoi, on va dire, il y a de l'espoir dans tout. Dans tout, il y a des opportunités. Dans tout, il y a des opportunités. Ah, mais ce monsieur est un entrepreneur. C'est un entrepreneur. Il est Gars, passé par l'oseille, l'armée. hein. Faire de l'oseille, Et qu'est-ce que je te là, dis? et ça, cette anecdote, elle me tue. Non, c'est une grosse anecdote. Et à l'armée, c'était bien l'armée? Ouais, l'armée, c'était très cool. Ouais. C'était combien de temps? Moi, j'ai fait 3 ans. J'avais signé un contrat de 3 ans. J'étais au 3e RPIMA. Donc, je suis parachutiste. Et ouais, c'était très, très cool. On a fait pas mal de trucs. On a fait des stages co. Hein? Non. T'as pas tué les gens? Moi, je suis pas parti en opération. Je devais partir et en fin de compte, on n'est pas parti. Et c'est des copains à moi qui sont partis. Et si tu dois comparer la vie d'un soldat à la vie d'un combattant pro, si tu devrais comparer, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un des trucs les plus durs d'être combattant professionnel, tu vois, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui demande beaucoup de sacrifices, etc. Mais on entend des fois, il y a des interviews, tu vois, d'anciens commandos ou soldats, etc. Tu dirais que c'est une vie très dure, la vie d'un soldat aujourd'hui? Bah oui, la vie d'un soldat au sein de l'armée française, ouais, bien sûr que oui, c'est très dur. Hein. Est-ce que tu penses que cette expérience d'ex-militaire, d'ex-soldat, elle t'a aidé, tu vois, pour assumer cette vie de combattant professionnel? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a donné des prédispositions? Non, moi, ça a toujours été dans mon caractère. Moi, j'ai été éduqué d'une façon un peu old school, on va dire, et je pense que ça a toujours été dans mon caractère. Après, je pense que oui, le bagage armé, ça permet de te tester en tant qu'homme. Mentalement, en tout cas, tu dirais? Mentalement, physiquement. En fait, moi, dans le cœur de métier où j'étais, on est parachutiste, donc on fait partie, entre guillemets, de l'élite française au sein de l'armée. On n'est pas force spéciale. Nous, on est en dessous. Benoît Saint-Denis, lui, il est force spéciale. Première PMA, c'est un FS. Moi, j'étais en dessous. Ok. Parachutiste comme lui, mais c'est un grade différent, on va dire. Je pense que le bagage militaire, ouais, il t'aide. Il t'aide parce qu'en fin de compte... Tu fais des stages commando. Moi, par exemple, on était en Nouvelle-Calédonie. Tu fais un stage commando sur 2-3 semaines. Tu manges très peu. Tu bois ce que tu as à boire. Tu dors très peu. Je crois qu'on devait dormir 30 minutes. Toute la nuit, on est dans l'eau. La journée, on est dans l'eau parce qu'on s'entraîne à faire ce qu'on va faire la nuit.
T'as des réveils à la grenade à plâtre, hein, bien sûr, c'est pas des vraies grenades. Ou sinon, t'as le mec qui arrive. Moi, le premier stage commando que j'ai fait à Carcassonne, on était en fin de classe. Et le chef, c'était un chef, il était timbré. C'était un timal, mais totalement timbré. On arrivait en stage co, si tu veux, et en fait, t'as un chouf toute la nuit. Donc, si on est une équipe de 4, genre... Il y en a un qui fait le guet toute la nuit. Voilà, toi, pendant 2 heures, tu vas faire le guet, nous, on va dormir. Après, tu vas me réveiller, moi, 2 heures, et ainsi de suite, tu vois. On parle faire le guet, à tour de rôle. Ouais, t'aimais À bien. tour de rôle. C'était sûr que t'allais la sortir. Elle est trop facile. Non, mais elle est trop facile. Ouais, et Elle est alors trop facile. Ouais, Bref. ouais, elle est facile, ouais. Et lui, ce boug. Non, mais quand je te dis, lui, c'est un timbré, man. Ma parole, c'est un psychopathe. Le mec, divorcé, tout ça, hein. Le mec, il allait au café. Il se défonçait le crâne au rhum. Alors que nous, on était dehors en train de faire les choufs et tout, comme des tu vois. C'était en hiver, tu sais, t'as tout le monde qui est en train de faire la fête samedi soir, toi t'es là dans ton trou de combat, il fait -10, t'as froid et tout, c'est la S, tu vois. Il arrive, il est quoi, à 3-4 heures du mat, le boug il arrive, il réveille tout le monde un par un. Il prend sa lame, et il vient, il te passe le couteau sous la gorge. Il te susurre dans l'oreille, toi tu dors, hein, t'es mort. Et il te passe la lame sous la gorge. T'es mort. Attends. Le pire, c'est pas ça, cousin. Le pire, c'est quoi? C'est que le mec, il est totalement rebou, hein. Là, t'as affaire à un alcoolique, hein. T'as affaire à un alcoolique avec une arme à feu et un couteau. Et le bouc, il arrive. Il dit, voyez, les gars, moi, je suis un d'espion. Tu sais, là, t'écoutes un speech d'un bouc, il est, waouh, il est high, tu vois. Il est loin, déjà. Le mec, il te dit, tu vois, là, il y a un fils de quand j'étais en chouf, il m'a pissé dessus, il m'a même pas vu. Le mec s'est fait pisser dessus. Il s'en bat les... Il reste là, il attend. C'est Rambo, gros. C'est Rambo. Et il arrive, et un par un, t'es mort. Mais comment tu veux stresser après quand t'es combattant pro, après avoir vécu un mec bourré qui a une lame posée sur ta gorge comme ça. Ouais. Comment tu vas avoir peur d'un combat après? Non, mais en vrai, maintenant, l'armée, c'est ça qui est dommage d'une certaine façon, c'est que maintenant, il y a trop de, enfin, c'est devenu un peu, en fait. La vérité, c'est que les garçons et les jeunes femmes qui s'engagent au sein de l'armée de terre, c'est ma vision à moi. C'est ma vision à moi, ça m'appartient, tu vois. Je le partage avec vous, mais ça m'appartient. Ma vision, c'est que si tu veux être soldat, c'est que quoi qu'il arrive, la finalité, c'est comme un combattant, en fait. La finalité, c'est aller au front. Moi, regarde, moi, j'étais soldat, j'ai pas fait le front. Donc, techniquement, pour moi, comment moi, je suis pas soldat. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a beaucoup au sein de l'armée qui ont fait des 30 ans de carrière, qui ont jamais fait la guerre. Moi, je te dis, j'ai mes potes, à l'époque, ils sont partis en OPEX. Il y a eu des échanges de feu. Eux, ils ont fait la guerre. Il y avait des mecs, des gradés, qui leur disaient comment faire ceci, cela, en revenant en caserne, hein. Les mecs n'avaient jamais fait la guerre. Mais parle pas avec moi, cousin. T'as peut-être un grade au-dessus de moi, ou 2, ou même 10, va te faire en... T'as pas fait ce que moi je fais. Tu retranscris ça aussi sur le combat, pour toi. Un mec, il peut pas se dire combattant s'il est jamais rentré dans la cage ou sur le ring, c'est ça? Ou un mec qui peut pas forcément donner des grosses critiques sur un combattant si t'as jamais été dedans. Moi, c'est un truc, genre, ça m'a posé problème, c'est les mecs qui venaient sortir des dingueries sur des combattants alors qu'ils ont jamais mis un pied dans... En fait. Ils ont jamais fait un coaching. Non, déjà. mais ils ont jamais fait un coaching. Mais bien en fait, sûr. il faut le vivre une fois. Exactement. Et il y a pas que ça. En fait, c'est tellement vaste. Il y a le stress du combat, il y a le stress des médias. On en parlait avec Doumbé, Zebo, tout ça. La vie perso, la vie des perso. trucs de fou. Comme je te dis, on taffe. Cousin, moi, quand j'ai fait le combat contre Baki, mon taf, il commençait à 7h, je rentrais chez moi, il était 21h. Tu vois, je taffe le week-end aussi. On est samedi, là, je reviens des coachings et tout. Donc, il y a tout ça à prendre en compte, tu vois. Il y a la fatigue, il y a le stress, est-ce que tu gères bien tes entraînements? On parlait des cuttings et tout. Moi, j'ai fermé ma gueule. Mais moi, les gars, moi, je suis un enfer quand je suis en cutting. Je suis le pire de tous les... Je suis nerveux comme pas deux. Tu fais ça, je pars en vrille. Tu vois? Donc, ça dépend de tout à chacun, en vrai. Il y a plein de paramètres. Voilà, exactement, il y a plein de paramètres. Et ça, c'est important de le dire, les gars. C'est important de le dire parce qu'avec la nouvelle vague de médiatique, que ce soit dans n'importe quel sport de combat, c'est souvent des gens qui consommaient le sport
qui ne l'ont pas pratiqué, qui se sont mis à en parler. Et ça, c'est super important de sensibiliser là-dessus. C'est faux. Ouais. En fait, ce que les mecs disent, c'est faux. En fait, tu peux dire, à mon sens, hein, c'est encore ma vision à moi, tu vois. C'est comme si tu entraînes quelqu'un. Allez, vas-y, tu fais un coaching de boxe anglaise. T'as jamais boxé de ta life. Je dis pas que tu peux pas entraîner. Mais je dis qu'il y a des choses que tu vas pas pouvoir expliquer parce que même toi, t'as pas réussi à le retranscrire dans le ring ou dans la cage. Donc, quitter pour dire au boug, vas-y, fais ça, t'inquiète pas, tu vas réussir. Les mecs, il va faire un truc chelou, boum, tac, punition. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais, dans un combat, il y a tellement aussi de paramètres. La fatigue, t'as congestionné, tu peux pas lutter de la même manière, t'as fait ça, tu vois. C'est une dinguerie. Faut le vivre. Faut le vivre. Je suis d'accord. Oui. Ben, je trouve que moi, c'était, on va dire, une super conclusion pour, on va dire, cette magnifique discussion. T'as un mot Un mot de la fin, mais surtout, du coup, là, on sait pas quand est-ce qu'on va te retrouver dans la cage. On espère bientôt. Yes. On lance un appel d'offres. Un appel d'offres aux différents organes, si possiblement. Contactez-moi en privé. Je prends 15% sur la transaction. Voilà, ça va être ça. Est-ce que... Même aux sponsors, hein, les gars. Si vous Bah voulez ouais, nous les gars, sponsoriser. vous avez vu Hein. là, on a vu le personnage, là. On a vu qu'il y a quelque ouais. chose. C'est marketable. Ah ouais, hein. Là, Ah non, marketable. mais ça, bah, tu sais quoi, viens, on va en parler, gros. Ma Tu parole, sais, ouais. les sponsors, c'est dur, gros. Bah, bien sûr que c'est dur. Et ça fait la diff, hein, tu le vois. C'est sur les Fight Week, tout ça. Et ça se joue aussi sur le. On en parlait, tu sais, nous, on a eu un débat à un moment ici. C'était sur les primes, les salaires et tout. À un moment donné, moi, je disais, ouais, on va faire les gilets jaunes ou le syndicat du combattant, mettre De ouf. au moins De ouf. 2000 ou 2005 de primes Minimum. fixe, tu vois, minimum. Et en vrai, tu vois, toi, tu t'as vécu toutes les galères des primes, des fights qui sont pas rentables du tout. Bah, tu perds plus d'oseille. moi, mes 3 premiers combats, Zéro j'ai rien rentabilité, pris, hein. tu pars en j'ai rien gagné, négatif. hein. Ouais. J'ai juste montré ma gueule, c'est tout. Voilà. Ça, c'est une dinguerie, C'est ça. tout. Je Prends trouve ton ça m'en fout, sandwich, frère. ton coca C'est zéro ça, et ça, casse-toi. Et j'ai fait un régime avant, j'ai fait de la Voilà. diète, j'ai fait le cutting. Hein. Toi, c'est tout ça dont on parlait. Et finalement, là, les sponsors, ils sont de plus en plus intéressés à ce monde du MMA, à ce business qu'il y a autour du MMA. Et les gars, faut sponsoriser des mecs comme Michael Marissardi. Mika! C'est important parce que ça arrivera de plus en plus. Maintenant, ouf. ça peut que s'améliorer sur ce niveau-là. Ouais, ça peut que s'améliorer. Grâce à des combattants français aujourd'hui qui font des grosses affiches, C'est qui ça. ouvrent beaucoup leur bouche sur les réseaux, qui font un show. Même, tu vois, genre... L'écosystème, c'est bénéfique pour tout l'écosystème. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais, Et c'est exactement. surtout bénéfique avant tout pour les combattants qui pratiquent un sport qui est de plus en plus regardé Ouais. par de plus en plus de fans. Et donc, les marques, Exact. Et- naturellement, sont plus Les intéressantes. marques. Totalement. Et même, regarde, tout à l'heure, je te parlais de films, les films. L'acteur, il gagne bien sa vie, gars. Donc, il fait un bon film. Si Ouais. vous nous permettez de bien gagner notre vie, on va vous faire des beaux spectacles. Alors, et des moi, je vais- fights bien durs. Tu m'as donné une comparaison. L'acteur, il donne une bonne presta parce qu'il est bien payé pour son film. Mais dans son film, il te ment. Alors que le combattant, quand il va dans la cage et qu'il se tape, En vrai, c'est vrai. il fait pas le mytho, gros. Ouais. Il pose ses sur la table. Paye! C'est pas... Ah ouais, non, mais c'est vrai, ouais. Tu vois? Moi, je pourrais parler des heures de Ouais, l'argent j'avoue. dans le sport et dans le MMA. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, frère. Donc, toutes les marques intéressées par monsieur Michael Marissardi, n'hésitez pas à lui envoyer un message. N'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un message, mais je prendrai une commission. Vous envoyez un mail sur The Goat. Et voilà. Ça, c'était le mot de la fin. Toujours l'argent. Important. D'évoquer ça, c'est le nerf de la guerre, les gars. C'est le nerf de la guerre, les gars. C'est super, super important. Sur ce, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Mickaël? Bah, sur Instagram, Michael Marissardi. Voilà. C'est tout. Simplement. C'est tout. Tout simple. Un Aussi ancien. simple. Un ancien. On aime bien. Voilà. Allez follow, les gars. Allez follow. On Donnez met de la toute façon force, tout ça. En description, on met toutes les infos du fighter, de l'invité. Merci à toi. Merci à vous, les gars. Pour ce moment, Merci à c'était vous. vraiment sympa. Yes. Merci. Sur ce, bah, les gars, on se retrouve pour un prochain épisode. Peace. Way to go.